Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, distingués invités, très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette 32e édition donc, de la Conférence de Montréal. Le gouvernement du Québec contribue à cet événement d'envergure. On en est très fiers puisqu'il nous donne l'occasion de mettre en lumière l'effervescence de l'économie québécoise, qui est bien réelle, et de le faire sur la scène internationale. Alors, je félicite toutes les personnes qui sont impliquées directement ou indirectement dans l'organisation de cet événement. Je viens de croiser Gilles Rémillard, l'ex-ministre M. Rémillard, donc, qui a été une force motrice donc, dans la naissance de ce rendez-vous. Il a de la relève. Nicolas, donc, qui a pris le relais, bravo de continuer donc avec ce rendez-vous qui est devenu effectivement un événement suivi. Alors aujourd'hui, j'ai une dizaine de minutes pour vous parler de la vision du gouvernement du Québec sur des secteurs d'avenir pour notre économie. Et ce sont 3 secteurs d'avenir dont je vais vous parler qui sont très importants pour l'économie mondiale. Donc, ils sont importants pour l'économie québécoise, ils le sont également pour l'économie mondiale. Je parle de l'énergie, je parle du secteur des minéraux critiques et stratégiques et je vais vous parler également de la défense et de la sécurité. Sur l'énergie, d'abord, je pense qu'on va tous convenir que la sécurité énergétique est plus que jamais un pilier de notre sécurité économique. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, le gouvernement du Québec, pour ne pas dire l'État québécois, s'est donné une vision en collaboration, en partenariat avec Hydro-Québec pour doubler les approvisionnements en énergie du Québec d'ici 2050. Et pour arriver à les doubler d'ici 2050, il faut investir 200 milliards au cours des 10 prochaines années. 200 milliards ici au Québec. Alors, on va le faire dans des projets éoliens, par exemple. On va le faire également pour rehausser la production hydroélectrique de certains ouvrages. Par exemple, on peut remplacer des groupes turbines alternateurs qui sont installés depuis nombre d'années par des groupes turbines alternateurs beaucoup plus performants, donc qui vont pouvoir générer plus d'énergie. Il est possible également que nous construisions de nouveaux ouvrages qui vont ajouter à notre capacité. On va investir également dans l'énergie solaire et on va investir aussi dans l'efficacité énergétique parce que, comme vous le savez, l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle que nous économisons. Donc, en investissant dans l'efficacité énergétique, on libère des mégawatts qui vont nous permettre donc de soutenir la croissance économique pour l'avenir. Nous allons rendre public prochainement une pièce maîtresse donc dans cette vision de l'énergie. Ça s'appelle le PGIR, donc le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. C'est une planification sur 25 ans donc de toute la stratégie énergétique, donc entre maintenant et 2050. Ce sera la première fois qu'on rendra public un tel document. Donc, ça va devenir un peu la feuille de route, si vous voulez, le plan de match pour le Québec en matière d'énergie. Et l'objectif, notamment, c'est non seulement de répondre aux besoins futurs, mais de faire en sorte qu'on ait l'énergie qui va permettre, dis-je, à nos entreprises de continuer à croître, de pouvoir continuer à investir dans des mesures de productivité. Et puis, évidemment, nous souhaitons aussi assurer notre souveraineté énergétique par le truchement donc, de ces investissements qui sont très importants. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'essentiel de ces investissements se fera dans des énergies vertes. Ça, c'est la carte maîtresse du Québec depuis que nous avons fait le choix de l'hydroélectricité. Et donc, c'est une orientation stratégique qui est très importante parce que, évidemment, en augmentant la quantité d'énergie que nous allons générer par ces investissements massifs,
on se donne un argument puissant pour attirer des investissements au Québec en disant aux entreprises, bien écoutez, si vous venez chez nous, vous allez pouvoir réaliser vos projets, mais vous le ferez avec de l'énergie qui ne produit pas de GES. Hein? Puis on voit ce qui se passe notamment en Europe, où ils tarifent maintenant les produits qui débarquent sur le marché européen selon la quantité d'énergie productrice de GES qui a été utilisée pour fabriquer le bien. Donc, à une époque où il nous faut diversifier nos marchés, imaginez une entreprise qui fabrique avec de l'énergie propre, sans GES, et qui peut se présenter devant le marché européen en disant, bien écoutez, pour ce qui est de notre produit québécois, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin de tarifer le produit parce qu'il n'y a pas de GES dans ce produit-là. Donc, ça nous donne une carte très importante. Alors, dans ce plan, donc, doubler l'énergie produite au Québec d'ici 2050, ça comporte donc une dimension énergétique, ça devient une politique énergétique. Ça comporte une dimension économique également, parce qu'on va attirer des investissements avec cette politique, donc politique énergétique, politique économique, politique climatique, parce qu'on décarbone notre économie, et politique commerciale. Avec ces investissements, on touche à on coche 4 cases: énergie, économie, climat et exportation. Donc, c'est un chantier qui est extrêmement important. Puis, c'est un cercle vertueux parce que tous ces investissements de 200 milliards d'Hydro-Québec vont générer beaucoup d'activités économiques un peu partout dans les régions du Québec. Et avec cette énergie, on va pouvoir, évidemment, répondre aux besoins de nos entreprises et donc, dans un deuxième temps, créer un nouvel élan économique en lien avec ces investissements. Alors ça, c'est pour l'énergie. Minéraux critiques et stratégiques, je sais que vous en avez parlé juste avant moi. Ils sont importants, je ne vous ferai pas la démonstration, ce pourquoi nous en avons besoin. Je pense que ce que vous devez retenir, c'est que le sous-sol québécois recèle de ces minéraux critiques et stratégiques. Hier, j'étais à Chibougamau, dans le nord du Québec. On va redémarrer une mine là-bas, la mine Troilus, qui est fermée et qui va réouvrir et qui va produire de l'or, mais qui va produire également du cuivre. Et grâce à cette mine, on va augmenter la production québécoise de cuivre de 25 %. Et c'est très intéressant de noter que parmi les investisseurs qui vont relancer cette mine, il y a, oui, des investisseurs québécois, canadiens, mais il y a aussi des investisseurs de l'Allemagne, des investisseurs également de la Finlande. Et donc, les Européens participent à la relance de cette mine parce qu'ils ont besoin, bien entendu, de cuivre. Donc, on va leur envoyer du concentré de cuivre et eux vont pouvoir, évidemment, fabriquer différents produits à partir de ce concentré de cuivre qui leur sera exporté une fois que la mine aura redémarré ses activités. Il y a 2 semaines de ça, j'étais avec le premier ministre Carney. J'ai entendu parler graphite il y a un instant. Très intéressant de noter la mine de Nouveau Monde Graphite. Alors, il y a à peu près le quart de la production qui va être transformée au Québec. Ça, c'est très important. On ne veut pas seulement extraire les minéraux, on veut les transformer chez nous, 2e, 3e transformation. Donc, à peu près le quart de la mine de Nouveau Monde Graphite, donc mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, le quart va être transformé à Bécancour pour la filière batterie, pour des anodes. Un autre quart, à peu près, va être utilisé dans le domaine de la sidérurgie, pour les fours. À peu près un peu plus du quart, autour de 30 %, est acheté par le gouvernement fédéral pour l'industrie de la défense et du militaire, donc des off-take. Et le restant, à peu près 20 %, va prendre le chemin de l'Europe. Encore une fois, nos alliés européens qui ont besoin donc de graphite, et dans ce cas-ci, c'est notamment la grande société italienne Eni, qui est un des partenaires de la relance de Nouveau Monde Graphite. Donc, minéraux critiques et stratégiques, il y en a beaucoup au Québec. On veut les développer, on veut les exploiter. Évidemment,
pour l'économie québécoise, pour l'économie canadienne, mais également en partenariat avec nos alliés, notamment européens. Donc, ça aussi, c'est un domaine d'avenir qui est extrêmement important. Puis, je n'ai pas besoin de vous dire que, encore une fois, l'énergie verte utilisée pour produire pour extraire, puis pour produire ce concentré, par exemple, bien, on va être capable de dire que, par exemple, le cuivre produit par Troilus dans le nord du Québec, bien, c'est un cuivre vert qui est produit avec de l'énergie qui ne génère pas de GES, donc c'est une carte gagnante. Puis bon, on a mis en place un fonds pour les minéraux critiques et stratégiques dans le dernier budget du Québec. Il y a des sommes conséquentes qui seront investies dans cette filière, qui font en sorte, par exemple, que dans Nouveau Monde Graphite, l'État québécois est actionnaire de l'entreprise par le Fonds de développement économique, avec IQ, Investissement Québec, qui est mandataire. Et puis hier, quand j'étais donc dans le nord du Québec, ce que je suis allé annoncer, c'était des mégawatts. Parce que, bon, honnêtement, on a tellement eu de projets au Québec, l'énergie se fait rare, il faut choisir les projets avec beaucoup, beaucoup de soin. Et Troilus rencontrait les critères très exigeants qu'on s'est donnés, notamment parce qu'il participe donc à cette filière des minéraux critiques et stratégiques. Le troisième domaine, troisième grand secteur dont je voulais vous parler, défense et sécurité. Alors évidemment, les minéraux critiques et stratégiques vont jouer un rôle là-dedans. Je vous rappelle, le Québec, c'est près de 430 entreprises qui sont en défense, majoritairement des PME. Ils ne sont pas toujours connus. Il fut un temps, vous le savez, où on se cachait quasiment là, pour dire qu'on était dans le domaine de la défense. Les temps ont bien changé. Alors là, on découvre plein d'entreprises qui étaient dans ce domaine, qui ne s'en vantaient pas, puis qui aujourd'hui deviennent extrêmement importants dans notre stratégie de mettre en place une chaîne d'approvisionnement pour la défense et le militaire ici au Québec. Une chaîne, évidemment, d'approvisionnement qui va s'intégrer à la chaîne canadienne d'approvisionnement. Et puis là, on a des piliers qui existent déjà, qui sont très importants. Par exemple, dans le domaine de l'aérospatial, vous savez que Montréal et le Québec, c'est la troisième plus importante zone en aérospatial au monde, avec Toulouse et Seattle, donc Airbus, Boeing. Et puis, il y a Montréal, la grande région de Montréal, très fort, donc c'est un secteur qui est très fort dans le domaine de l'aérospatial. Puis vous comprendrez que le civil et le militaire peuvent se rejoindre. Bombardier en est un exemple. C'est d'abord du civil, mais ils ont développé toute une panoplie de produits dans le domaine du militaire, et c'est évidemment une dimension de l'entreprise qui est appelée à croître avec les investissements du fédéral dans le domaine militaire. Alors, on a plein d'entreprises comme ça qui se sont développées d'abord dans le civil, mais qui sont appelées à prendre de l'expansion puis prendre de la croissance parce elles auront réussi à développer donc des niches dans le domaine de la défense. Alors, on a donc nos firmes en aérospatial, on a des entreprises qui sont impliquées dans la fabrication et l'intégration des systèmes, le secteur technologique, microélectronique, intelligence artificielle, le quantique, on est très fort en quantique au Québec, l'optique photonique. Tous ces secteurs, évidemment, nous donnent une base industrielle très importante pour participer donc à cet effort de croissance de l'industrie militaire québécoise et canadienne. Puis moi, député de Lévis, si vous me permettez, je ne peux pas manquer l'occasion de vous parler du secteur naval. Alors, le chantier Davie, qui fait partie de la stratégie canadienne de construction navale, et on est déjà en train de construire le brise-glace Polar Max, qui va devenir un des plus grands brise-glaces au monde, qui va nous aider à assurer notre souveraineté dans l'Arctique. Et actuellement, il y a des discussions entre le gouvernement fédéral et Davie pour la construction d'autres brise-glaces. Donc ça aussi, c'est très important. Vous savez que la garde côtière a été ramenée sous le grand chapeau du ministère de la Défense parce qu'effectivement, quand on sécurise nos voies maritimes, on participe à la sécurité du pays. Et donc, le naval aussi est un secteur très important qui va jouer un rôle de plus en plus crucial et stratégique pour le Québec et pour le Canada. Je pense que j'ai pas mal épuisé mon temps.
Je voudrais quand même mentionner le fait qu'il y a des discussions très intéressantes entre l'Union européenne et le Canada, notamment avec le plan de réarmement Rearm Europe. Et là, il y a le gouvernement fédéral, l'Union européenne ont annoncé la conclusion de négociations entourant la participation du Canada à l'un de ces programmes du plan européen, soit le Security in Action for Europe, SAFE. Donc, ce partenariat avec l'Europe se poursuit. Et vous lisez comme moi l'actualité. Vous avez vu l'annonce sur le GlobalEye. Donc, c'est un avion de bombardier, le Global, sur lequel est installé donc des radars très sophistiqués. C'est un avion radar avec des systèmes de Saab. Et puis, il y a d'autres discussions, comme vous le savez, au niveau fédéral, pour d'autres investissements dans le domaine du militaire. Donc, je vous invite à suivre ça avec beaucoup d'attention. Mais chose certaine, le Québec est très, très vigilant. On va jouer un rôle là-dedans. Et on en est très fiers. Fait que, merci de votre écoute. Vous avez été très attentifs. Je vous souhaite une très belle journée et je félicite à nouveau les organisateurs de cette conférence. On me disait il y a un instant, M. Rémillard, en fait, me disait il y a un instant qu'il n'y a jamais eu autant de demandes pour des rencontres en personne. Et on discutait, lui et moi, et on se disait, dans l'espèce de monde un peu insécurisant dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de questionnements pour l'avenir. Je pense qu'on sent plus que jamais le besoin d'avoir un contact humain, de se retrouver, de pouvoir se parler et de partager à nouveau la communauté de valeurs qui nous unit. Et donc, cette conférence est là plus que jamais sa raison d'être et votre participation, évidemment, est essentielle à sa réussite. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.